Coucou mes petites fashionistas trendy et courtoises. Comment ça va? J'aime que tu as rajouté le courtois juste pour faire vraiment comme on parle de tous les sujets, là. La personne que vous entendez, c'est William. Moi, c'est Hélène. Et vous êtes les bienvenus dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, Will? Ben, on va parler de politesse, de bonne manière, d'un peu de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours qu'on prend pour acquis, mais on se demande d'où est-ce que ça vient. Complètement. En tout cas, ça, c'est moi ce que je vais parler. Toi, tu vas parler de quoi? Moi, je vais parler de la mode. OK. Fait qu'une autre affaire qu'on prend pour acquis, mais qui est un peu bizarre des fois par tes moments. Ben, je sais pas si on le prend pour acquis, là. Je pense que ça dépend des gens. Ben non, peut-être que moi, je le prends pour acquis. Je sais pas si t'essayes de m'envoyer un message non, ou quoi. mais je veux dire que dans notre tête, c'est normal que la mode existe, mais au final, c'est quand même un concept assez spécial pour l'humain. Ouais, quand même. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais avant toute chose, on a besoin de lancer... Le générique. Yes. Ah là là, l'étiquette, la bienséance, les bonnes manières, la politesse, la galanterie, etc. Toutes des mots pouvant décrire les us et coutumes attendus dans une société. Hein? Hey, t'as dit beaucoup de mots très intelligents là, dans cette phrase-là. Je suis pas juste con tout le temps. Juste parfois. Des fois, j'ouvre un dictionnaire. Mais c'est un des éléments qui m'a toujours fasciné, étant donné qu'il s'agit de règles qu'on s'est inventées, comme je disais tout à l'heure, et qui varient d'une culture à une autre, voire même d'une personne à une autre. Ouais. Des choses pour qui quelque chose est super poli, puis pour d'autres, c'est juste comme de quoi tu parles, ça n'a pas rapport. Non, c'est ça, mais c'est toutes des constructions sociales, là, comme tu dis. Exactement. Construction sociale, c'était le terme que je cherchais. Voici, finalement, j'ai pas tant de vocabulaire. Mais tout ça pour dire qu'il serait très difficile d'en faire le tour aujourd'hui, hein, de tout ce sujet-là. Puis je me suis vite rendu compte en faisant mes recherches pour cet épisode que ce qui est considéré poli dans un pays peut être contrairement l'inverse ailleurs. C'est vrai. Puis même à ça, il y a des nuances. Ouais. Parce que, mettons, parmi les choses que j'avais déjà entendues, puis tu as sûrement déjà entendu, c'est genre, c'est super poli de roter après un repas en Chine. Moi, j'avais entendu en Allemagne. Ben, je sais pas, mais en tout cas, j'ai lu, puis je le voyais souvent répété dans les articles, puis après ça, je suis allé sur Reddit, où ce que les gens étaient juste comme, je sais pas ça sort d'où ça, mais faites jamais ça en Chine, gang, vous allez juste avoir l'air d'une gang de cochons. On dirait que, c'est pas la Chine que j'aurais fait. Fait que c'est ça, j'ai vu Moyen-Orient, fait que ça a plus l'air de la mythe urbain, etc. Fait que je vais me limiter à ce que je connais, c'est-à-dire les coutumes en Amérique du Nord et en France. Puis encore là, on va manquer de temps. Initialement, j'avais eu une idée pour cet épisode-là. Ouais. J'en parle même pas du tout parce que j'ai pris beaucoup trop de temps sur le reste. Fait que un épisode 2, peut-être. Mais là, fais attention, là, peut-être que ta belle-mère, elle t'écoute. Si tu parles des coutumes de France. C'est exactement pour ça que je parle pas tant de bises ni de comment on place les couteaux pour la fourchette. Ouais, c'est ça. Parce que si vous ne savez pas, ma maman, elle est française. Oui. Puis elle aime bien... l'ordre. Justement, oui, c'est disons ça, on va ici. dire ça de même. Mais on va commencer avec quelque chose de simple comme convention sociale, c'est-à-dire celle qu'on connaît tous, la poignée de main. Oui. D'où est-ce que ça provient, selon toi, Hélène, le concept de poignée de main? C'est-tu quelqu'un qui avait, genre, le choléra puis qui voulait absolument le donner à son ennemi? Ça, vois-tu, c'est pas poli du tout comme projet. Non, mais non, c'est honnêtement difficile à dire officiellement d'où est-ce que ça provient, parce que c'est une pratique ancienne, et voire même très, très ancienne. Fait qu'il y a plusieurs théories, mais rien d'officiel. J'ai l'impression que ça va être beaucoup ça de ton côté aujourd'hui. Ouais, un peu, oui. Mais avec quelques petites surprises. La première théorie, c'est que ça aurait été pour montrer qu'on n'avait pas d'armes dans notre main. Ouais. Fait que ça a un peu de sens. Certains croient aussi que le fait de se faire aller l'avant-bras de bas en haut aurait d'ailleurs initialement pu servir à faire ressortir l'arme cachée dans une manche, par exemple. Fait que c'était doublement pour montrer qu'on était non armé. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est-tu pour ça le salut romain aussi, tu sais, qui se prennent par l'avant-bras? Apparemment, les Romains faisaient pas vraiment ça. On a vraiment juste plus inventé ça pour Hollywood. Fait que, en tout cas... C'est une affaire d'Astérix, dans le fond. Ouais, exactement. Une autre théorie, c'est que ça pourrait être juste une preuve physique de pacte entre deux personnes, un genre de juré craché sans bave. Là. Fait que on avait un lien sacré physique entre les deux, en se serrant la main. Puis comme je disais, une des raisons pour lesquelles on est vraiment incertain de l'origine, c'est que ces vieux anti-pépères, une des plus vieilles représentations d'une poignée de main date de l'an moins 900. OK. En Égypte antique? Ben non, en Mésopotamie. On y voit Salmanasar III, le roi de l'Assyrie,
OK. Un territoire de Mésopotamie que je ne connaissais pas, mais c'est un mélange de Syrie, Iran. Je pense qu'on ai déjà parlé probablement. Dans un ancien épisode, mais de là à dire vocabulaire, quoi, je sais plus. mais aucune mémoire. Mais tout ça pour dire qu'il est représenté en train de serrer la main d'un souverain babylonien. OK. Donc, on voit que c'est une pratique qui date de plus de 3000 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et là. La pratique de se serrer la main ne semble pas non plus avoir trop disparu, étant donné qu'il était très répandu en Grèce antique aussi. Okay. Par exemple, son action était nommée dexiosis. Dexiosis, ça veut dire quoi? Ça signifiait se donner la main droite. OK. Mais là, les petits ratoureux d'entre vous seront dit dexiosis. Ça me fait penser à un autre mot, ambidextre. Ambidextre, ça veut dire double droitier. C'est vrai? Oui, c'est ambi, double, dextère, droit. Donc, un ambidextre, c'est quelqu'un qui est juste comme, hey, c'est comme s'il avait deux mains droites tellement il est bon avec son autre main. Oh mon Dieu! Puis ça vient de là aussi, dextérité, évidemment. Exact. Wow! OK, jamais j'aurais pensé à ça. Fait que voilà, petit fun fact qui a zéro rapport avec les bonnes manières, mais que je voulais vous partager. Et tout ça pour dire que de nombreuses sculptures de Dexiosis existaient, autant sur des pierres tombales ou encore des peintures sur des vases. Ouais. Les images pouvaient varier de leader serrant la main d'un dieu ou encore d'un défunt tenant la main de sa femme en signe d'au revoir. Fait que oui, c'est un salut un peu sec de nos jours, mais quand même, c'était pour dire qu'il y avait vraiment un lien ou une proximité. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait dire une proximité avec les dieux aussi pour quelqu'un qui était décédé ou par quelqu'un de haut placé qui peut dire ben je suis près des dieux parce que I'm the king, bitch. Puis en même temps, les partnerships avec les emojis, on les représente par les mains qui se serrent. Oui, ben là, tu sais, qu'on parle de trucs d'affaires de nos jours. Oui, non, mais c'est ça. Mais ça l'a resté. Puis ça s'est pas arrêté non plus avec eux. Hein. C'est continué aussi en romantique. La poignée de main était en fait un signe d'amitié, de loyauté à l'époque aussi. Puis je veux dire, la pratique était tellement populaire qu'on la retrouvait littéralement sur certaines pièces de monnaie romaines. Ouais. Donc, il y avait la face à Jules d'un côté, puis une poignée de main de l'autre côté. Pas surprenant que la pratique ait subsisté jusqu'à aujourd'hui. Ceci étant dit, bien que l'objectif d'un parti, c'est de parler de bienséance en soi, je pouvais quand même pas continuer sans parler des évolutions Pokémon de la poignée de main, c'est-à-dire le high five et le fist bump. Ouais. T'aimes pas ma comparaison? Ça l'a évolué. Non, mais c'est parce que je pensais à Project Hail Mary. Ah oui, Fist My Bump. Ouais, voilà. c'est ça, exactement. Allez voir ça si vous ne l'avez pas écouté. Parce que vois-tu, bien que la poignée de main ait existé depuis près de 3000 ans, le high five, il y aurait officiellement une 50aine d'années. Hein? Ouais. Bon, je veux pas dire qu'il y a aucun humain qui s'est tapé dans la main avant les années 70. C'est ça. Parce que là, t'es en train de me dire que mes parents, ils se faisaient pas des high five dans le cours d'école, là. Exact. Parce que la première utilisation enregistrée, avant que ça devienne quelque chose de populaire... Enregistrée? À partir du moment où il y a eu un copyright. Non, mais que ça a été écrit, noté, qu'il y a des gens qui sont fait un high five, c'est le 2 octobre 1977 dans un match des Dodgers de Los Angeles. Arrête! Ah, c'est bon. Ouais. Mais il fallait que ce soit un événement culturel comme ça. Là. Exact. C'est pour ça que ça s'est répandu par la suite. Ça serait survenu lorsque Dusty Baker a frappé son 30e home run de la saison, après quoi son coéquipier Glenn Burke aurait tendu le bras en l'air pour l'accueillir, ce à quoi Baker aurait répondu en lui claquant dans la main, car ça semblait être la bonne chose à faire, selon ses dires. J'aime tout. Puis, ça s'est popularisé par la suite dans les moments de célébration, notamment dans le sport. Donc, c'est réapparu dans le basket, etc. Par la suite. Fun fact, le low five, a.k.a. quand tu mets la paume par en bas pour te faire taper dans la main, ça, c'est plus vieux. Ça daterait des années 20. OK. Il aurait servi d'ailleurs de symbole d'unité chez les personnes afro-américaines, puis on appelait ça alors slapping skin. Slapping skin, OK, c'est bon. Après ça, on l'a changé pour low five en référence au high five. Quant au fist bump, son origine est plus mystérieuse. On croit que ça proviendrait potentiellement des combats de boxe où les combattants se touchent les poings parce qu'ils sont pas capables de serrer la main avec leur C'est gant. vrai? Oui, c'est logique. Ça serait par la suite devenu répandu autrement. Et ensuite, comme façon de se rencontrer ou de se dire bonjour, j'ai fait des recherches par rapport à la bise, justement pour faire plaisir aux Français et à ta mère. Mais j'ai honnêtement trouvé très peu d'éléments concrets
expliquant pourquoi des messieurs français aiment autant sentir leur barbe sans choquer. Fait que c'est ça. On va s'en tenir. Ça dépend où aussi, là, parce qu'il y a des zones où c'est 2 bises, d'autres où c'est 3, d'autres où ça peut monter à plus. Mais c'est juste ça que je disais, justement. Fait que on va s'en tenir au fait que je préfère 100 fois vous faire un câlin que vous faire la bise, et ce, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez appeler ça ma propre petite culture personnelle. Parlons maintenant d'un autre coutume que là, je préfère davantage, c'est-à-dire trinquer. Oui. Tu as fait une capsule à ce sujet il y a maintenant 1 an et demi environ. Te souviens-tu de ce que tu avais dit à ce sujet-là? Bien, à mon souvenir, mais c'était peut-être plus une hypothèse que la science infuse, là, mais on trinquait en s'entrechoquant les verres, il y a des risques que ton liquide tombe dans le verre de l'autre et vice-versa. Fait que c'était comme une marque de confiance parce que si le liquide était empoisonné, tu le trinquais pas, là, normalement, pour... Ouais, c'était pour montrer que les 2 verres ne seraient pas empoisonnés. Exact. Puis c'est effectivement l'hypothèse la plus répandue que j'ai vue à plusieurs endroits, mais j'ai vu aussi beaucoup d'historiens dire que ça n'avait pas nécessairement beaucoup de sens. Ça a quand même du sens, je trouve, là. Je te propose de te dire leur explication sur pourquoi ça n'a pas du sens et te donner les autres hypothèses, puis nos auditeurs pourront décider laquelle a plus de sens. Vas-y. Ce que ces personnes-là avançaient, c'est que pour qu'on puisse dire que les verres, il y a du liquide qui est dans les deux, il faut vraiment que tes verres soient remplis à rebord. Ou que tu les entrechoques vraiment fort. Oui, puis malgré ça, la majorité du liquide va se retrouver partout sauf dans le verre de l'autre. Ça va être majoritairement par terre. Puis ça gaspille beaucoup pour un breuvage potable, donc pas pratique si t'es pas très riche. Ouais. Et donc, ou si t'as pas des domestiques. Mais en même temps, si t'es pas riche, tu veux vraiment trinquer, là? Est-ce que t'as vraiment au Moyen-Âge? Peur de te faire empoisonner, là, si t'es un gueux? Probablement pas, là. Mais, et aussi, il parlait du fait qu'il y avait beaucoup de bols communs, justement, chez les pauvres, ou même avant. Fait que des bols de tiponche? Oui, avant, les gens, c'est pas tout le monde qui avait ça, le luxe d'avoir des verres pour tout le monde. Ouais. Après, les pratiques reviennent souvent des riches, surtout la bienséance. Hein, ça part toujours des riches, des rois qui veulent se sentir spéciaux. Fait que ça se pourrait. Puis là, j'ai beau faire mon smart par rapport à tout ça. L'une des autres explications, c'est que la pratique serait une évolution des libations. OK. C'est-à-dire un rituel religieux où on offrait une boisson en offrande à une divinité en versant quelques gouttes au sol. Fait au final, ma gueule, sur le fait que là, ça gaspillerait. Fait que si c'est ça l'évolution, disons une pierre deux coups, peut-être que tu as peut-être le poison, mais en même temps, si on tombe par terre, ça te protège parce que tu fais une offrande aux dieux. Fait que là, la gang, il faut construire une machine à remonter dans le temps. C'est pour aller la seule solution. Ça. Une autre théorie que j'ai lue, c'est que le bruit des verres qui se cognent devait éloigner les démons, un peu comme le feraient des cloches d'église. OK. On dirait que j'ajoute moins ça, là, comme... C'est qu'on dit que le bruit des non, mais je comprends, là, mais... Je préfère le poison tant qu'à choisir. Ouais, moi aussi. J'ai lu aussi que ça aurait pu être une façon d'impliquer les 5 sens dans la tradition. Parce qu'on se regarde, on touche notre verre, on sent la boisson, on la goûte et on inclut l'ouïe par le bruit de nos verres qui s'entrechoquent. Tu vois, celle-là, je l'aime. J'aime bien. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien. Pour moi, par contre, ce qui a le plus de sens, c'est de revenir justement au fait qu'initialement, on n'avait pas nécessairement tous des verres, on avait une grande coupe. Le fait de cogner nos verres, c'est comme si on unissait, on ramenait tous ensemble et qu'on avait vraiment une seule boisson qu'on partageait, fait que ça faisait plus une communion. Qui n'était pas empoisonnée. Quant au fait de dire santé lorsqu'on trinque, ça pourrait faire référence encore une fois au fait de ne pas être empoisonné. Mais ça ferait probablement peut-être plus référence aux libations où on se souhaitait de la santé. Puis on disait que l'alcool, c'était bon pour la santé à l'époque. Entre autres parce que ça permettait l'alcool de tuer les bactéries dans l'eau. Fait que c'était plus santé à l'époque ça, des fois, que de boire de l'eau. C'est vrai que du Purel, c'est santé. D'une certaine façon. Puis, fait que dans le fond, c'était pas une sorte de prière. Donc, ça aurait pu avoir du sens qu'on dise santé. Ouais, c'est un peu comme dire amen ou peu importe. Pour ce qui est de dire chin-chin. Ouais, ça vient d'où, ça? Certains disent que c'est le bruit, c'est un onomatopée des verres qui se cognent. Ouais. Mais une autre théorie que j'aime bien, c'est que ça serait des soldats français qui seraient revenus de Chine, qui auraient plutôt... Non. Attends, c'est pas si raciste que ça. C'est qu'en Chine, on disait ching-ching, qui signifie « je vous en prie ». Ah! Fait que voilà, peut-être que quand même mignon. Une petite traduction. On est passé de... Mais ça ressemble plus à... un truc raciste à... Non, ça repense plus à comme un cheers, tu sais, fait que je vous en prie. Par contre,
Justement, ne soyez pas raciste et ne dites pas ça au Japon. Parce que chin-chin, ça veut dire zizi en japonais. Ah, bon, ben good to know si jamais vous avez un voyage en Asie prévu prochainement. Exact. Et ben, on parle d'Asie, on parle de politesse beaucoup dans les pays asiatiques. Fait que ça me fait penser au vouvoiement, hein? Oui. Une des grandes marques de politesse de la langue française. Aurais-tu une idée de l'origine du vouvoiement, Hélène? Je t'avoue, je sais pas. Déjà, on le sait, c'est une particularité qu'on retrouve dans plusieurs langues comme le français ou l'espagnol, par exemple, versus l'anglais où ce qu'on l'a pas du c'est tout. you, Hein? ouais. Fait qu'on pourrait croire que ça proviendrait du latin, hein, le fait d'avoir ça. Puis c'est le cas, mais pas tout à fait. OK. Si je te dis ça, c'est parce qu'on utilisait principalement le tutoiement en latin classique. OK. Attention, par contre, c'était pas impossible qu'on utilise le vous, surtout en latin plus tard. Là, c'est apparu. Mais ce qui était répandu, c'était le tutoiement. Donc, tout le monde se tutoyait, peu importe la classe sociale initialement. La principale théorie que j'ai retrouvée en ligne comme étant l'origine d'une utilisation plus répandue du vouvoiement comme signe de respect daterait de la fin du 3e siècle. OK, quand même. Ça proviendrait plus précisément d'un empereur romain, Dioclétien. Vois-tu, la période de 235 à 284, c'est pas la période la plus glorieuse de l'Empire romain. Pour te donner une idée, on a déjà appelé cette période-là l'anarchie militaire. OK, bon, ça set de tone. C'est la période là, des invasions barbares, là, essentiellement. Tout ça pour dire que la solution de Dioclétien pour restabiliser l'Empire, c'était de nommer un co-empereur, Maximien Hercule, oui, incroyable nom, avec qui ils vont se diviser le territoire. OK. Ils vont alors aussi se donner le titre d'Auguste, et chacun se nommer un lieutenant pour les assister et servir de remplaçants au besoin, qu'ils vont appeler les Césars. Fait qu'il y avait des Augustes et des Césars. On comprend hein, les Romains. Puis, ben, on va appeler cette division du pouvoir une tétrarchie, soit un gouvernement des 4, comparativement à une monarchie. Monarchie, ouais, que c'est mono. Ouais. Ceci étant dit, lorsque l'un d'eux allait s'adresser à la population, leur parole ne faisait qu'une. Donc, il allait parler au nous, parce qu'ils représentaient tous le même pouvoir de l'empereur, même s'ils étaient divisés. Ah, c'est bon ça. Fait que là, au final, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont mis aussi à leur adresser la parole en vous, parce que s'adresser à un équivalait à s'adresser aux 3 autres. Mais je sais pas si ça a rapport, là, puis c'est comme vraiment une parenthèse, en tout cas, niaiseuse, mais mon mémoire, je l'écris au nous. Parce que la tradition, apparemment, veut qu'on écrive ce genre de texte-là au nous. Fait que je me dis, c'est peut-être pour unifier les voix des sciences. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dedans. Fait que je me dis peut-être que ça vient de là aussi. Peut-être que ça a continué effectivement d'une certaine façon. Mais tout ça pour dire que la pratique est restée par imitation et flatterie par la suite pour des personnes haut placées d'utiliser le « vous », même s'il était rendu un seul à diriger le pays, par exemple. Si étant dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour le vouvoiement, puis c'est pas juste dans les dernières années que son utilisation a diminué ou qu'elle a été challengée. En fait, le vouvoiement a littéralement été interdit pendant la Révolution française. Ah ouais? Ouais, c'était vu comme un des marqueurs de la société hiérarchisée, ce qui n'est pas faux, hein, en passant. Fait que c'était interdit par un décret de la Convention nationale le 8 octobre 1793. Puis on avait même d'ailleurs interdit le fait d'utiliser les termes « madame » et « monsieur » à l'époque, parce que ça montrait vraiment comme quoi, encore une fois, la royauté, c'était des gens qui se pensaient au-dessus de tout le monde. Fait qu'on a dit « non, c'est terminé ». Fait que c'était un peu le chaos en France pendant une période. Spoiler alert, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la Révolution française avec la mode aussi. Ouais, je vais en parler. Bon, peut-être que c'est la même chose aussi, mais ça n'a duré que quelques années parce qu'à la chute de Robespierre, ça l'a changé puis les gens ils se sont remis à redire ça parce que c'était quand même assez difficile pour un Français de ne pas respecter ça. Puis tout est revenu avec le bon vieux Napoléon Bonaparte qui a dit « Moi, je veux remettre l'étiquette. » Fait que voilà, Napoléon Bonaparte, la seule bonne personne qui existait sur Terre selon un homme random qu'on a rencontré dans un bar en Angleterre. À Birmingham. Il y a bien juste une personne à Birmingham qui peut penser ça. En tout cas, c'était pas tant la meilleure personne. Bon Napoléon, là, le gars, il était bien correct. On sait pas. Mais tout ça pour dire qu'il a remis l'étiquette après sa proclamation en 1804. OK. Mais sinon, pourquoi est-ce que ça serait différent en anglais qu'on utilise seulement le « you » Eh bien, ça n'a pas toujours été ainsi. OK. As-tu une idée, Hélène, de ce qu'on utilisait back in the days pour dire « tu » et « vous » en anglais? Non, je sais pas, honnêtement. Bien, les personnes ayant déjà souffert en lisant un texte de Shakespeare... c'était quoi donc? Ils ont déjà entendu « thou » ou « thee ».
Fait que thou, c'est utilisé de manière nominative et thee de manière objective. Il va falloir que tu m'expliques ça, là, par Oui, contre. parce que les pronoms en anglais, c'est plus simplifié que nous. Et ça, même outre la question du you. On va par exemple toujours utiliser him ou them pour tout ce qui reçoit une action. OK. I see him, I talk to him. Tandis qu'en français, on va dire je le vois si c'est direct ou je lui parle si c'est indirect. OK, oui. Fait que eux, c'est toujours le même pronom, peu importe. Comprends. Fait que c'était thou quand tu parlais directement de la personne ou thee quand tu parlais indirectement, donc de façon objective, donc un objet plus loin. On l'utilise encore d'ailleurs au Canada, hein, le thee dans notre hymne national. Oui, c'est vrai. Quand on dit « We stand our guard for thee » à la fin de la chanson. Fait que je la chanterai pas là, vous êtes capable de le faire tout seul comme des grands. Tout ça pour dire qu'on pouvait utiliser thou et thee au singulier, tandis qu'on utilisait ye et you au pluriel. Oui. La langue a ensuite évolué avec le temps, où le you s'est imposé un peu de la même manière que le vous pour nous, mais encore plus loin, dans le sens que tu utilisais you avec les gens de la même classe sociale que toi ou plus élevée. Fait que tu utilisais le thee seulement pour les gens en dessous de toi. Ah ouais! Fait que c'est calissement mal vu de se faire dire thee. Ouais, ça, j'avoue. Ou thou. C'était méprisant, là. C'est méprisant, fait que les gens ont tranquillement arrêté de l'utiliser, puis le you est devenu assez universel. Ce qui est quand même assez ironique parce que moi, dans ma tête, quand j'entends un thou ou un thee, genre dans un film, c'est toujours quelqu'un de super prétentieux qui parle genre c'est vraiment à la britannique, etc. Fait que comme quoi l'évolution du langage fait genre que le mot méprisant est vu comme genre « Ah, check-le le gars qui se la pète en ce moment. » C'est bon à savoir. Ouais. Et ben écoute, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ben en fait, j'aurais voulu vous parler de plein d'autres affaires, entre autres découvertes, comme je disais tout à l'heure. Mais je vais te laisser la place pour la suite parce que ben j'ai déjà pris assez de temps, puis tu as encore plein de choses intéressantes à nous dire, je suis certain. Ben, je t'avoue que justement, cet épisode-là, il n'a pas été facile à écrire. De un, on est dans une période quand même très chargée au niveau professionnel et personnel. Fait que, même chose, j'ai pas pu parler de tout ce que j'aurais voulu parler. J'ai poussé mes recherches au maximum du temps que j'avais, mais je sais qu'il y a clairement d'autres affaires desquelles j'aurais pu parler. Puis je sais qu'on le dit souvent aussi, là, mais sérieusement, on aurait pu faire une saison complète sur tout ce qui est l'histoire de la mode. Puis même là, je suis pas sûre qu'on en aurait eu assez, honnêtement. Ben non, clairement, il y a des podcasts dédiés à ça directement. Puis on dirait qu'on a la déformation de dire « Ah, je vais couvrir tout du sujet », mais on peut pas nécessairement tout couvrir dans des 20 minutes. Fait qu'on doit faire des choix éditoriaux. Exactement. Fait que pour circonscrire un peu cet épisode-là, je me suis concentrée sur la question du genre dans la mode. Là, tu as parlé de mon vocabulaire, puis tu as commencé en disant que tu allais circonscrire ton texte. Fait en tout cas. Ouais. Et non le circoncire. Et là, comprenez-moi bien, je pense que toute personne devrait porter ce qu'elle veut, peu importe comment elle se définit, mais force est d'admettre qu'il y a certains vêtements et accessoires qui sont naturellement plus associés aux femmes ou aux hommes. Et justement, je me suis demandé pourquoi c'est comme ça. Effectivement, c'est bizarre. Mais avant de s'attarder aux vêtements, on pourrait peut-être parler des couleurs. Oui. Hein? Pourquoi le bleu, c'est associé aux petits gars, puis le rose aux petites filles? Ça vient d'où, ce stéréotype-là? Moi, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui voulait faire de l'argent quelque part. Tu touches un petit peu à ça. À l'Antiquité, avoir un garçon, c'était une bénédiction divine. Ça l'est encore dans certaines cultures. Mais bref, tout ça pour dire qu'on l'habillait en bleu parce que ça faisait référence au ciel qui est la résidence des dieux, vu que c'est une bénédiction des dieux. Par contre, les filles, on les habillait en brun parce qu'on les haïssait, les tabarnak. Non. Par contre, au Moyen-Âge, c'est une toute autre histoire. Là, je suis tombée sur une entrevue à Aujourd'hui l'Histoire à Radio-Canada avec l'historienne et anthropologue du costume Véronique Bourboin. Anthropologue du costume? Oui, ça existe. Puis elle a fait plusieurs entrevues. Là, excellent. Je l'ai repris dans une autre entrevue là, pour justement un autre segment de cet épisode d'aujourd'hui. Puis elle explique qu'à l'époque, on considère que le rose, c'est uniquement une déclinaison du rouge. Le rose comme tel, au Moyen-Âge. OK, oui, excuse-moi. Le rose comme tel, le nom rose, il n'existe pas. C'est juste un rouge pâle, si tu veux. Mais comme qu'on disait pendant un temps que le ciel n'était pas bleu, dans certaines cultures, on disait qu'il était vert parce qu'en fait, le bleu était une teinte de vert selon certains. Là, c'est ça. Puis le rouge, c'est la couleur de la force, du feu, du sang. Donc, c'est une couleur plus masculine, là, entre guillemets, là, on s'entend. Ce qui fait que
on l'associait aux hommes. Fait que les hommes portaient du rose au Moyen-Âge. Oui. Nice. Il y a des portraits de rois de France, d'Angleterre, peu importe, où ils portent du rose, mais comme vraiment du rose un peu flashy. Là. Ouais. Le bleu, de son côté, ben, tu sais, c'est une couleur calme, c'est doux. En plus, ça évoque la pureté de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie est souvent en bleu. Fait que c'est associé aux femmes parce que, ben, c'est ce qu'on veut qu'elle soit, hein, pure, calme, douce. Fait que là, t'es en train de me dire qu'au Moyen-Âge, c'était complètement l'inverse d'aujourd'hui. C'était l'inverse. Puis d'ailleurs, fun fact, par rapport au bleu de la Vierge, ça provient du lapis lazuli, qui est une pierre précieuse dont la valeur, à certains moments, peut être comparable à celle de l'or. Oui, c'est ça, c'est très haut, là. C'est ça, ce qui fait que, ben, on l'utilisait pour les représentations les plus sacrées uniquement, donc la Vierge, entre autres. Oui, bien entendu. Mais concernant les enfants, au Moyen-Âge, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont principalement habillés en blanc et ce, peu importe que ce soit des gars ou des filles, parce que ça symbolise encore une fois la pureté, l'innocence. C'est aussi plus pratique à nettoyer. Là, à l'époque, on faisait bouillir le linge, fait que là, je sais pas si bouillir du blanc ou du bleu ou du rose, il y a une différence, mais bref. Tu perds pas la teinte, en tout cas, du blanc. C'est ça. On revient au rose. Comme je te dis, la couleur comme telle est assez ancienne, mais le nom, il remonte seulement au milieu du 18e siècle. Puis là, ben, je viens juste de penser au fait que roses are red, en tout cas, c'est... Oui. Mais c'est ça, tu t'en doutes, ça nous vient de la fleur, le nom. Puis les roses sont cultivées depuis des milliers d'années, mais jusqu'au 18e siècle, on n'en avait que 2 types, la rose rouge et la rose blanche. Il n'y avait pas de rose comme telle. Cette dualité-là, elle a d'ailleurs amené le nom de la guerre des 2 roses. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose de War of the Roses. Ben non, c'est un film de War of the Roses aussi. Peut-être, mais en tout cas, c'est une guerre civile qu'il y a eu entre 2 branches de la maison Plantagenet qui régnaient en Angleterre au 15e siècle. Donc, bien avant qu'on découvre, qu'on nomme en fait la couleur rose. Ouais. La maison Lancastre, elle était représentée par la rose rouge. La maison d'York était représentée par la rose blanche. Ces 2 maisons-là sont rentrées en guerre civile. Fait qu'encore une fois, il y a un lien entre la guerre, l'énergie plus masculine et la rose, la fleur, ce qui fait qu'on associait le rouge et ses dérivés, donc le rose, aux hommes. Il y a tellement de back and forth, c'est incroyable. Mais, attends. J'imagine que c'est même pas fini. Non, c'est pas fini. Parce qu'avant d'avoir le nom officiel de rose, la couleur, elle était parfois appelée cuisse de nymphe émue. Qui est aussi une variété de rosier. Si vous googlez ça, c'est une fleur. Wow. Ou encore agitation momentanée, désir marqué, soupir étouffé, selon en tout cas ce que rapporte Véronique Bourboin. C'est donc bien toujours sexuel, la rose. Mais c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse un 180 degrés puis qu'on revienne au rose pour les filles puis au bleu pour les garçons? As-tu une idée? De nos jours, ben là, j'imagine que pendant un temps, ben, on est resté sur le blanc. Puis là, ben, c'est juste comme, ben là, on a besoin de vendre du linge 2 fois au lieu d'en vendre juste une fois. Je t'arrête ici parce que je trouve à la bonne réponse. Je veux dire avant. Avec la création de la rose, donc la fleur comme telle au 18e siècle, Madame de Pompadour a trouvé cette couleur-là tellement belle qu'elle a décidé de se la réapproprier justement et de la populariser en l'associant notamment aux valeurs féminines de l'époque, donc la beauté, la douceur, la fragilité, comme une fleur rose, justement. Puis au milieu du 19e siècle, on a aussi créé les premières couleurs de synthèse, notamment la mauvéine et la roséine, donc des teintes de mauve et de rose qui n'existent pas dans la nature comme telles. C'est des couleurs créées chimiquement. Qui étaient associées avec la royauté. Oui. Puis dans les années 30, la créatrice de mode Elsa Schiaparelli, qui est la rivale de Coco Chanel par excellence, et qui est reconnue pour son côté excentrique assumé, elle aimait utiliser des couleurs très vives dans ses créations, notamment le fuchsia qu'elle appelait le shocking pink. Shocking pink. OK, j'aime ça. On se rappelle aussi qu'on est entre les 2 guerres, là, dans les années 30. C'est une période quelque peu morose. Ouais, puis là, le monde n'est pas genre comme hop la vie, tout habillé en brun déprimé. Là. C'est ça. Fait qu'on avait sans doute besoin de couleurs vives pour égayer notre quotidien, puis le rose fait partie de ça. Il y a aussi des actrices comme Marilyn Monroe qui va le populariser pour la gente féminine, notamment dans le film de 1953, Les hommes préfèrent les blondes, avec sa robe rose très flash. Fait que tout ça, ça fait en sorte que le rose, il devient vraiment trop associé à la féminité. Puis ben les hommes, ils sont comme moi, je suis pas une femme, fait que je refuse d'en porter. Si c'est relié à une femme, moi, j'aime pas ça. Parce que les hommes, ils aiment rien de plus que les autres hommes. Non, c'est ça. Mais le ping-pong, il va quand même continuer parce que
les punks vont adopter la couleur. C'est vrai. Mais les féministes, elles, vont la rejeter en raison de son utilisation marketing. Puis l'idée aussi de réduire les femmes seulement à une couleur. Parce que, tu sais, le bleu, c'est le symbole de la pensée profonde, en tout cas, selon ce que disait le peintre Kandinsky. Puis le rose, ben, c'est la couleur de Barbie, là, dans les années 50. Déjà? Ouais. Barbie, elle a été créée en 58 ou 59, si je me trompe pas. Puis, tu sais, c'est une couleur qui fait un petit peu, justement, plastique, superficielle, etc., versus le bleu qui est encore à ce jour, là, c'est comme ça qu'on le voit, là. Ben, c'est peut-être pour ça que j'aime moins cette couleur-là, justement. Mais je pense que j'ai un T-shirt rose, je sais même pas si t'en as un. Non, mais par contre, je trouve tellement beau ton T-shirt rose sur toi. Mais tu vois, moi, je déteste du rose sur moi. Je trouve que ça me va pas bien. C'est pas une couleur qui me fait, puis j'ai jamais été... Le bleu te va bien. Mais tu sais, j'étais un petit gars manqué là aussi quand j'étais jeune, là, mais bref. Puis pour les enfants aussi, cette connotation de bleu et de rose genré, elle va commencer après la guerre, mais ça va devenir vraiment plus fort dans les années 70, même, je te dirais, 80-90. Là. Ouais. Cette construction sociale, elle a une valeur commerciale, comme tu le dis à l'époque, puis encore aujourd'hui. Si t'avais 2 enfants de genre différents, ben tu pouvais pas vraiment interchanger les vêtements, fait que ça faisait en sorte que t'achetais 2 fois plus de linge. Mais même chose pour les jouets, qu'on a commencé aussi à séparer dans les rayons. Fait que mettre d'un côté les jouets pour les gars, puis d'un côté les jouets pour les filles. Pas de les Lego, c'était pour les gars. Alors que quand ça a été créé, les Lego, c'était comme... C'était tout dans le... pas faire des Lego. Exact. Puis... On pourrait aussi parler du fabuleux phénomène de la taxe rose, hein? C'est ce que je me disais, on s'en allait là. Puis encore une fois, pourquoi un rasoir est plus féminin qu'un autre? Ben, c'est vraiment juste une question de design, là. Ben, je sais, puisque on n'a pas le même nombre de lames. C'est pas une question il est plus performant ou quoi que ce soit, là. Comme... Il y a plus de petits coussins autour de vos rasoirs. Oui, il y a plus de petits coussins autour de nos rasoirs, mais... Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. On est rude. Bon, ça y est. Mais tout ça, c'est justement des stratégies marketing qui sont basées sur du sexisme ordinaire, là, très honnêtement. Mais en 2017, Alice, 5 ans et demi, elle fait une plainte à la marque Gap. Dans son message, elle dit « Tous vos t-shirts de filles sont roses avec des princesses ou des trucs comme ça. Les t-shirts de gars, ils sont vraiment cool. Ils ont Superman, Batman, du rock'n'roll, du sport. Que faites-vous pour les filles qui aiment ces choses-là, comme moi ou ma copine Olivia? Pouvez-vous nous faire des t-shirts de filles cool, s'il vous plaît? Ou pouvez-vous faire un rayon ni garçon ni fille, juste enfant? » Yeah, go Alice! C'est ça, de you go Alice, moi qui n'ai jamais justement vraiment aimé le rose, les affaires un petit peu princesse, tout ça, j'aurais aimé avoir ton éloquence à ton âge, plutôt que de faire des crises à chaque fois que ma mère me mettait des robes. De 2, ça a fonctionné parce que Gap a fini par créer plusieurs collections de vêtements unisexes, puis de plus en plus de vêtements, de magasins en fait de vêtements font ça maintenant, fait que... Écoute, il n'y a pas d'âge pour changer les choses. Oui, puis ça fait changement du vert flash puis du bleu poudre qu'il y avait dans tous les vêtements, genre Urban Planet en 2012 pour tout le monde. Après ça, ils sont revenus au beige. Là, tout est trop beige. Là. Non, actuellement, ramener de la couleur. Non, mais là, c'est plus ça là, maintenant. Le beige era, là, c'est passé un petit peu. Là. On est tellement millénial dans le fond. Parlant de vêtements unisexes, je pense que tu le sais, mais les hommes, ils portaient des talons bien avant que ce soit un accessoire de mode féminine, hein? Probablement pour faire que leur ego montrait qu'il était plus grand et qu'il était cool. Entre autres. Mais en fait, messieurs, justement, les talons, ils ont été créés pour vous. Les premiers talons, ils ont fait moi, je pense juste à Louis, genre le Roi Soleil. Là, mais on va y arriver, c'est pas tout de suite. Les premiers talons, ils ont fait leur apparition au 10e siècle. Les soldats perses les portaient pour garder leurs pieds en place dans les étriers quand ils étaient à cheval. Ça leur donnait de la stabilité puis de l'équilibre, surtout pendant les combats. Oui, c'est vrai. Tu vois des souliers là, de cavalier, c'est vraiment, il y a un petit creux. Là. C'est ça, puis c'est un concept qui a été repris par les cow-boys quelques 900 ans plus tard. Effectivement aussi, oui. Fait que porter des talons, c'était aussi un signe de richesse parce qu'il fallait avoir un pas pire portefeuille pour posséder un cheval, donc posséder des talons. Pas fou, là. Pas fou. Puis là, en Europe, les talons ils auraient été introduits vers la fin du 16e siècle. Ils étaient portés autant par les hommes que par les femmes. Ouais. Mais en 1670, Louis XIV il a décidé que seuls les nobles pouvaient en porter. Fuck la plèbe, là. Ben justement, tu dis, vu que ça soit quelque chose de riche, ça va être vraiment riche. C'est ça. Puis selon certaines sources, le roi qui mesurait justement 1m65, donc... Je sais pas ce que ça veut dire. Petit. 1m65, c'est à peu près moi. 5 pieds 6. 5 pieds 4, my God. 5 pieds 4 et demi, genre. Ouais, j'aurais mis des talons aussi, être un roi, là. Ben, il était un fervent des talons de 12 cm, apparemment. Ciboire.
Parce que ton pied est à 180 degrés, mon chum, là. Ouais, mais anyways, marcher à cette époque-là, c'est une activité, là. C'est pas une nécessité, là, pour lui. Là. Oh, lui, il se fait traîner par tout ce qu'il va, là. Avec la Révolution française, les talons sont abandonnés. On revient à la simplicité de l'Antiquité. On retourne vers les sandales plates grecques et romaines parce que, justement, on est dans une vision de démocratie beaucoup plus que de monarchie. C'est ça, tout sur le même pied d'égalité. C'est bon, ça. Viennent ensuite les bottines victoriennes qui seront portées surtout par les femmes pour cacher leurs chevilles. Cette pièce du corps humain est tellement, c'est ça, séductrice. Les hommes vont continuer à porter des petits talons, surtout pour, encore une fois, monter à cheval, mais ça va davantage être une semelle qu'un talon haut comme tel, là. Donc, une semelle un peu plus surélevée. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, Charles Jourdan, il va créer le talon aiguille, ou comme on l'appelle en italien, stiletto, qui veut dire poignard. Littéralement, si tu googles stiletto, là, c'est un poignard qui finit vraiment comme un talon aiguille. OK. Fait que toujours plus violent qu'on pense, les Italiens. Puis, once again, des vedettes comme Marilyn Monroe vont populariser les talons hauts. D'ailleurs, elle aurait dit « Je ne sais pas qui a inventé les talons hauts, mais toutes les femmes lui doivent beaucoup. » Je suis pas tant d'accord avec ça, c'est tellement inconfortable après une journée à les porter, mais bref, c'est vrai que les talons, on les associe encore plus à la féminité parce que ben ça rend sexy, ça crée une certaine cambrure, ça fait en sorte que ton centre de gravité aussi se déplace, donc ta poitrine est plus vers l'avant, tes hanches sont plus vers l'arrière. Fait que ça crée des courbes qui sont sexy. Puis ça fait aussi en sorte de réduire le pas. Fait que, tu sais, les femmes se déplacent délicatement. Puis tout ça, encore une fois, c'est tout associé. Je suis tellement maladroite. C'est ça, à la féminité. Mais les talons, eux, ils vont retrouver chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire chez les hommes, notamment avec les Beatles, Prince, Kiss, David Bowie ou plus récemment Harry Styles également. C'est la même chose pour les robes et les jupes. Longtemps, les hommes, comme les femmes, ont porté des tuniques, des toges, d'autres tissus drapés. Ouais. Pourquoi les robes puis les jupes sont aujourd'hui considérées comme des vêtements féminins? Je sais pas, mais j'allais dire, c'est un peu comme la vengeance que vous pouvez avoir sur le fait que vous pouvez pas être torse nu, fait qu'au moins vous avez les jambes à l'air, puis ça, c'est une bonne victoire quand même. Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ben, dans l'Antiquité romaine, les soldats, ils portaient tout ce qui était jupe et robe tunique, là, parce que ça permettait une certaine amplitude du mouvement. Au début du Moyen Âge, il y avait une certaine différence sur la longueur. Donc, on portait également des jupes ou des robes, peu importe si on était un homme ou une femme. Par contre, pour les hommes, ça descendait jusqu'aux chevilles, tandis que pour les femmes, ben, ça cachait les pieds parce que, once again, quoi de plus sexy que des pieds de femme? Ah, faut pas voir. C'est ça. Bonjour les fétichistes. Au 14e siècle, par contre, on voit les deux pièces apparaître, donc vraiment avec le haut et le bas séparés, ce qui est considéré comme étant plus confortable. Puis ils sont plus complexes à fabriquer, donc ils seront d'abord portés que par les hommes parce que, ben, fuck les femmes. On se compliquera pas la vie pour une femme. Non, c'est ça. Évidemment, tout ce que je dis là est sarcastique, là, on s'entend. Moi aussi, d'accord. Puis, ben, tout comme pour les talons, la Révolution française avait amené une mode masculine plus robe, mais surtout, la Révolution industrielle, elle aura raison de la jupe et de la robe chez les hommes parce que, ben, les pantalons, c'est plus sécuritaire pour le travail d'usine. Ouais, ça, j'allais dire, dans les engrenages, t'es scrap, là. C'est ça. Fait que ils vont tranquillement délaisser tout ce qui est robe et jupe, quoique encore dans certaines cultures, il y a des hommes qui portent des tuniques. Mais je parle principalement en Occident, puis ben ça a fait un petit peu comme avec les talons, les hommes ils ont fait comme ben là maintenant c'est beaucoup trop associé aux femmes, je veux pas en porter, fait que je veux pas avoir l'air d'une femme. Alors à part que si t'es à Harry Styles, encore une fois. Ben, c'est ça. Tu sais, you do you, là. Si tu veux porter whatever quoi, en autant que tu ne défasses pas l'ordre public, là. Oui, on est d'accord. Puis que tu sois décent, moi, je m'en fous. Mais là, j'avais envie aussi de te partager des petits fun facts en rafale par rapport à la mode, mais pas nécessairement au genre, là. J'ai fini sur cette partie-là. C'est juste des trucs que j'ai trouvés en faisant des recherches, puis je pouvais pas ne pas t'en parler. Parfait. On parlait des cheveux dans le dernier épisode, les cheveux blancs notamment. Dans la Rome antique, les cheveux, c'était le reflet du statut social. Ouais. Plus on avait des coiffeurs complexes, plus on était riche parce que ça voulait dire qu'on avait passé beaucoup de temps à se pomponner. Tu n'avais pas besoin de travailler, tu avais du temps de libre un peu. Là. Ouais, puis même encore là, souvent, c'était tes servantes là, qui faisaient tes cheveux. Mais là où je veux en venir, c'est la coloration. Parce que pour éclaircir les cheveux, on utilisait des excréments de pigeons. Miam! C'était blanc.
Ben, ouais, puis de là, peut-être la superstition comme quoi ça porterait chance de recevoir une crotte d'oiseau sur la tête. Je sais pas, j'essaie peut-être de me convaincre. Mais bref, au contraire, pour une chevelure foncée, on optait pour des sangsues en décomposition. Miam. Ouais, je sais pas lequel J'aime le spécifiquement en décomposition. Comment non, c'est pas assez. Faut vraiment qu'il soit en train de mourir dégueulasse, gluante. Là. Est-ce que tu pourrais me nommer une des principales inventions de Benjamin Franklin? Le cerf-volant. Non, mais le paratonnerre que je cherchais. Ouais, c'est relié à ça, en fait. C'est relié, effectivement, t'as raison. Il l'a inventé au milieu du 18e siècle. Pour celles et ceux qui auraient oublié ce que ça fait un paratonnerre dans la vie, c'est un dispositif qu'on met en hauteur pour capter la foudre et diriger le courant vers le sol. Ouais. Ça évite d'endommager les structures des bâtiments, ça réduit le risque d'incendie, entre autres. La seule affaire, c'est que ça va prendre quelques temps avant que ça devienne une norme et qu'on en voit sur les toits des bâtiments, là, entre l'invention et justement que ce soit comme mis partout à grandeur. Puis ça, ben, ça fait peur aux nobles qui se promènent dehors puis qui ont peur pour leur petite personne. Fait que pendant un temps, les femmes se sont mises à porter des chapeaux munis d'un ruban métallique auquel était rattachée une longue chaîne qui traînait derrière elle. Fait que le courant il était capté par le ruban sur le chapeau. Non, mais je veux dire, c'est 1000 fois plus dangereux, là. Ben, regarde! Ça descendait vers le sol grâce à la chaîne. Les hommes, eux, il y avait plutôt un parapluie avec au sommet une longue tige un peu semblable à une antenne, puis même chose avec une chaîne qui était reliée, qui descendait par en bas. Là là. Bref. Au 19e siècle, les femmes qui voulaient être à la mode, elles devaient boiter. Petite mise en contexte ici, là, parce que je ne vais pas juste te dire ça. Wow. En 1867, Alexandra du Danemark, la femme d'Édouard VII, qui était à l'époque prince de Galles et futur roi d'Angleterre, elle commence à souffrir de rhumatisme au point de boiter. Puis son statut royal contribue à en faire une icône de la mode victorienne. Fait que les femmes, elles se mettent à déambuler dans les rues de Londres en faisant semblant de boiter. C'est tellement bon. Mais ça va plus loin que ça, Will. Quoi? Les cordonniers, ils voient là un marché intéressant, fait que plusieurs d'entre eux vont se mettre à vendre des chaussures à talons de hauteur différente pour aider leurs clientes à rester à la mode. Plus besoin de faker! Au tournant du 20e siècle, il y a une autre mode qui apparaît, les robes serrées au mollet, qui oblige les femmes à se déplacer un petit peu comme des pingouins là, en faisant des très petits pas. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Ouais, ça me dit quelque chose. Ben, c'est pas trop clair c'est qui le génie qui a eu l'idée de commercialiser ça, mais la légende veut que ça s'inspirait d'Edith Berg. Edith, c'est la première femme à prendre place à bord d'un avion. Et pour éviter de faire un Marilyn Monroe d'elle-même et que le vent soulève sa jupe, elle aurait mis une corde. Elle aurait mis une corde, en fait, autour de ses jambes. Fait que là, les femmes, ils ont fait « Ah, c'est donc bien cool! » Je comprends pas. Oui, mais je veux dire, le nombre de choses qu'on a pu trouver cool, là, tu sais, je veux dire, moi, le fait de mettre un t-shirt par-dessus un chandail à manches longues, j'ai trouvé ça cool pendant un temps. Ouais. Ou genre, justement, moi, la mode, c'était Mixmania et Star Academy, là, fait que il y avait, je me souviens plus si c'était Wilfred aussi qui faisait ça ou quelqu'un d'autre, mais qui avait sa ceinture, mais pas centrée. Je trouvais ça tellement hot. C'est-tu vrai? Ça existait, cette mode-là? Mais j'étais en 4e année, ça a duré 4 secondes et demie. Là. Ah ben, non, je l'ai pas connu, moi, j'étais trop jeune, peut-être. Fait que c'est ce qui met fin à cet épisode-là. Un épisode cocasse quand même. Quand même. Mais vraiment informatif, je trouve, avec du grand vocabulaire, ce qui rend le tout vraiment fantastique. Fait que j'espère que vous avez apprécié vraiment cet épisode parce que nous, oui. Puis ben, si vous en voulez plus, ben, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute parce que ben, on est sur chacune d'entre elles, sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, comme tu aimes le dire, ou aussi, ce qui me fait bien rire. Et aussi, ben, si vous voulez nous suivre pour voir d'autres capsules, parce qu'on fait des capsules en plus de ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, encore une fois YouTube, Facebook, oui. Vous pouvez... On vous oublie pas... ma famille. Oui. Fait que voilà, suivez-nous. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye! Bye!